Bonjour Héloïse Goire. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. La Russie menace Wikipédia de sanctions, l'intervention du président ukrainien aux Grammy Awards et puis une enquête d'Hugo Clément sur l'inquiétante avancée du désert dans plusieurs régions du monde. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Alors ils ont surtout regardé TF1, un très gros carton pour Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. 7 620 000 téléspectateurs ont regardé ce film. C'est 34,6% de part d'audience. Ça reste tout de même moins qu'en 2016. La première diffusion du premier volet avait dépassé la barre des 10 millions. C'était quand même autre chose, même si c'est pas mal. En deuxième place, France 3 avec la série policière Broken Wood. 2 420 000 téléspectateurs. C'est 10,8% de part d'audience. Et puis en troisième place, tout près derrière, France 2 avec Gemini Man, le film de science-fiction avec Will Smith, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, a réuni 2 266 000 téléspectateurs. C'est 10,4% de part d'audience. Et comme chaque lundi, on revient sur les audiences du week-end, le podium de samedi soir. Alors pour la deuxième semaine consécutive, France 3 a battu TF1 et The Voice samedi. Le dernier épisode de la saison 5 de Cassandre avec Gwendoline Amon a réuni 4 540 000 téléspectateurs. C'était donc 300 000 personnes de plus que The Voice, qui classe donc TF1 à la deuxième place. Les premières épreuves des battles de l'émission ont été vues par 4 240 000 Français. À noter toutefois que The Voice dominait largement les audiences sur la cible commerciale. Elle avait séduit 29% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et en troisième place, c'est des France 2 avec Qui sont les comiques préférés des Français. Le divertissement présenté par Laurence Boccolini a convaincu 2 millions de téléspectateurs. Et question rituelle du lendemain de week-end, le vendredi soir, quelles chaînes étaient en tête? France 2 a décroché la médaille d'or avec le retour du Capitaine Marlowe. Un très beau score, 6 360 000 personnes étaient devant cet épisode inédit dans lequel, vous le savez, Philippe jouait Elie Semoun et Gérard Darmon. C'est presque 2 fois plus que TF1 qui se classait en deuxième place avec le retour de Mask Singer. L'émission présentée par Camille Combal a réuni 3 850 000 téléspectateurs. Mais encore une fois, la une était largement leader sur la cible commerciale. Et puis médaille de bronze pour M6 qui diffusait la série américaine The Rookie, le flic de Los Angeles. 1 517 000 Français ont regardé ce programme. Culture Média. On ouvre ce journal en partant en Russie. Moscou menace Wikipédia de sanctions. Après l'interdiction de plusieurs réseaux sociaux, dont Facebook et Instagram, c'est cette fois au tour de cette encyclopédie en ligne de se retrouver dans le viseur des autorités russes. Dans une note publiée jeudi, le régulateur russe des médias accuse Wikipédia de désinformation. Il lui reproche de ne pas avoir supprimé les informations illégales, entre guillemets, affichées sur ses pages. Rappelons que depuis le vote d'une nouvelle loi de censure, seule l'expression opération militaire est la seule autorisée pour parler de la guerre en Ukraine. Et en ne respectant pas cette loi, Wikipédia encourt une amende de 4 millions de roubles, c'est-à-dire plus de 40 000 euros. Mais en réalité, la plateforme risque, comme les réseaux sociaux, un blocage. Et quelle est la réponse de Wikipédia? Eh bien, la plateforme ne cède pas. Il y a un mois, les autorités russes avaient déjà demandé à Wikipédia de retirer la mention du nombre de victimes de guerre. Mais l'encyclopédie en ligne avait résisté. Elle avait même réagi dans un communiqué qui disait, je cite, « Nous ne reculerons pas face aux efforts de censure et d'intimidation des membres de notre mouvement ». Fin de citation. Face au risque du blocage du site, plus de 100 000 internautes russes ont téléchargé ces dernières semaines une copie hors ligne de tous les articles en russe de Wikipédia. On reste à l'international avec la cérémonie des Grammy Awards qui a eu lieu hier dans la nuit à Los Angeles. Cérémonie marquée par l'intervention surprise du président ukrainien. Oui, juste avant la performance de John Legend qui interprétait son titre Free, ce qui veut dire libre, les téléspectateurs ont pu voir apparaître sur leurs écrans le visage de Volodymyr Zelensky avec son habituel t-shirt kaki. Dans cette allocution enregistrée, le président ukrainien demande encore une fois un soutien face à l'envahisseur russe. Volodymyr Zelensky. La guerre, qu'est-ce qui est à l'exact opposé de la musique? Le silence des villes en ruine et des gens tués. Nos musiciens portent des gilets pare-balles au lieu des smokings. Ils chantent pour les blessés dans les hôpitaux, même pour ceux qui ne peuvent les entendre. Mais la musique se fera entendre malgré tout. Nous défendons notre liberté de vivre, d'aimer, de nous faire entendre. Sur notre terre, nous combattons la Russie porteuse d'un horrible silence avec ses bombes. Un silence de mort. Remplissez ce silence avec votre musique. Dites la vérité sur la guerre sur vos réseaux sociaux, à la télé. Soutenez-nous de toutes les manières possibles, toutes sauf le silence, et après viendra la paix.
Le chanteur John Legend a ensuite été rejoint sur scène par des artistes ukrainiens. Après cette performance, les téléspectateurs ont été invités à soutenir le mouvement de Global Citizen intitulé Stand Up for Ukraine pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Et rappelons que la semaine dernière, la cérémonie des Césars avait marqué 1 minute de silence en solidarité avec l'Ukraine. Et on termine ce journal des médias avec un nouvel épisode de l'émission Sur le front. Hugo Clément s'est cette fois intéressé à l'avancée du désert. Ce que vous entendez là, c'est le son de la sécheresse. Hugo Clément marche dans une rivière asséchée dans les plaines du Namib en Namibie. Il s'agit du plus vieux désert du monde. Les conséquences de cette sécheresse croissante sont nombreuses. Parmi elles, une guerre de l'eau entre les hommes et les animaux sauvages qui pénètrent les villages parce qu'ils n'ont plus d'endroit où s'abreuver. Hugo Clément a également visité d'autres régions du monde de plus en plus affectées par cette aridité. Il nous raconte ce qu'il a découvert lors de cette enquête sur l'avancée des déserts. Ce qu'on apprend, c'est que y a des femmes et des hommes qui tous les jours doivent se battre avec leurs maigres moyens pour éviter que leur village, leur ville ne soit ensevelie par le sable. On prend conscience de la gravité de la sécheresse qui touche ces zones qui sont déjà très arides. Le Sahara, ça a toujours été sec, c'est un désert. Mais il y avait quand même quelques précipitations de temps en temps qui permettaient à la végétation de plonger ses racines dans les dunes et de ralentir quelque part l'avancée du sable. Et avec le changement climatique et l'aggravation de la sécheresse, ces quelques touffes de végétation sont en train de disparaître. Là, le combat contre le changement climatique et contre la sécheresse, il prend tout son sens, quoi. C'est pas simplement des mots. Ce que m'a appris cette enquête, ce documentaire, c'est qu'il existe des moyens de s'adapter à un climat très aride. Ces moyens pour s'adapter à cette aridité croissante sont parfois très inventifs. Hugo Clément a par exemple rencontré aux Émirats Arabes Unis des personnes chargées de faire pleuvoir des nuages via des avions spécialement affrétés. Les images sont vraiment étonnantes. Au Sénégal, le journaliste a aussi rencontré des gens qui vouent leur vie à semer des graines à la main pour recréer une flore dans le désert. J'ai demandé à Hugo Clément quel était le message qu'il souhaitait transmettre dans ce documentaire. C'est possible de vivre dans un monde très sec, très aride, avec du sable qui avance, dans des conditions extrêmes, c'est possible, mais c'est très compliqué. Et c'est un combat au quotidien. Et quand on regarde les études, notamment une étude très intéressante qui estime qu'en 2070, 1/3 de l'humanité vivra dans des zones aussi chaudes que le Sahara aujourd'hui, là on prend conscience de la nécessité de se saisir de l'enjeu climatique. Alors évidemment, le Sahara en France, c'est pas pour tout de suite, heureusement, on a du temps devant nous, mais quand même, les projections scientifiques estiment qu'il y a une partie de la France, le sud de la France principalement, qui sera touchée par un climat de type aride, un climat très très sec, dans les 50-60 ans qui viennent. Et donc il faut s'y préparer, et il faut avoir conscience que ça concerne pas que les habitants du Sahara aujourd'hui. Sur le front, quand le désert approche, c'est ce soir sur France 5 à 21h. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit l'inscription. C'est sur europe1.fr. À demain. À demain.